sur la commune de Villers-Bretonneux. Le corps est cette fois coincé sous une camionnette volée et abandonnée, près d'une voie ferrée. Il est découvert plusieurs traces d'armes blanches sur le corps, sur le ventre. Elle est décédée d'une hémorragie interne. Les gendarmes ne connaissent pas l'identité de la victime. Ils décident alors de faire du porte-à-porte dans le village pour se renseigner. C'est donc vers 17h qu'un gendarme parle avec un homme et qui dit que sa fille n'est pas rentrée depuis hier. Cette fille, c'est Christelle Dubuisson, 18 ans. Elle aussi a été tuée au bord d'une route aux alentours de minuit. En moins de 7 mois, les gendarmes sont confrontés à 3 meurtres de jeunes filles sur un périmètre de 40 km. C'est le triangle de la mort, 3 jeunes femmes tuées de nuit en ras campagne, à quelques kilomètres de distance. Tout laisse penser à l'œuvre d'un dangereux tueur en série. En cet été 2002, la terreur gagne les habitants de la Somme. En l'espace de 7 mois, 3 meurtres à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, les 2 premiers crimes ne sont toujours pas élucidés. Forcément, le climat se fait lourd dans le nord-est de la Somme, à Villers-Bretonneux. L'hypothèse d'un tueur en série est sur toutes les lèvres. Quelques jours après le meurtre de Christelle Dubuisson, une marche silencieuse à la mémoire de la jeune fille est organisée. Cette marche blanche, c'est presque une espèce d'appel au secours finalement de la population qui dit « Faut que ça cesse, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un tueur ou il y a des tueurs qui rôdent dans un périmètre de 40 km comme ça peut plus durer. On ne pouvait plus avoir une 4e affaire, il fallait tout faire pour que ça ne se produise plus. » Nous sommes à la fin du mois de novembre 2002. L'enquête sur le meurtre de Patricia Leclerc, la 2e victime, fait un bond en avant. Grâce au laboratoire, les gendarmes vont pouvoir mettre un nom sur un ADN qu'ils avaient donc prélevé sur un vêtement appartenant à Patricia Leclerc le jour de sa découverte. Ce nom qui va enfin apparaître est celui de Jean-Paul Lecomte. Jean-Paul Lecomte, les gendarmes le connaissent bien. Cet homme vient de purger une peine de 17 ans de prison pour une série de viols. Il l'avait entendu et prélevé son ADN comme d'autres délinquants sexuels dans le cadre de l'enquête sur Patricia Leclerc. C'est quelqu'un qu'on avait rencontré, qui était très serein, qui semblait pas surpris de nous voir. Tout à fait le citoyen, calme, posé, qui ne laisse rien paraître. Quoi, Lecomte habite dans cette maison de Méhaute, un village situé justement dans le triangle de la mort. Les gendarmes vont l'interpeller au petit matin du 25 novembre 2002. Reste à savoir maintenant si Jean-Paul Lecomte est bien le meurtrier des 3 jeunes femmes. La justice va trancher. L'homme est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de Patricia Leclerc et de Christelle Dubuisson. Seulement concernant Élodie Kulik, le tueur de la Somme n'a jamais été inquiété, car il avait un alibi incontestable. On découvre qu'au moment des faits d'Élodie Kulik, il était détenu et qu'il n'a pas bénéficié d'aucune sortie, donc il ne pouvait pas avoir participé au meurtre d'Élodie. Pour le père de la victime, la déception est immense. À la section de recherche d'Amiens, les gendarmes chargent d'élucider le meurtre d'Élodie Kulik, poursuivent donc sans relâche leur enquête. Les gendarmes vont devoir tout reprendre à travers la fameuse cellule d'enquête qui a été spécialement montée pour tenter de résoudre cette énigme judiciaire. Les enquêtes se lancent dans une tâche longue et difficile. Identifier toutes les personnes qui ont déclenché une borne téléphonique dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002 sur la zone de l'accident d'Élodie ainsi que sur la scène de crime. C'est plus de 14 000 appels recensés, donc il faut identifier, notamment parmi ces appels, s'il y a des gens qui sont connus ou pas. C'est un travail colossal qui malheureusement ne donne rien. Au total, ce sont plus de 600 pistes qui seront exploitées, 5 500 tests ADN et 10 000 auditions. Mais tout cela ne donne rien. Jackie Kulik, le père d'Élodie, prend une initiative étonnante. Il va offrir une récompense de 60 000 € à toute personne qui permettrait d'arrêter les assassins de sa fille. Malheureusement, cette stratégie ne marche pas. En 2011, 9 ans après le meurtre d'Élodie, un nouveau gendarme intègre la cellule d'enquête de l'affaire. Cette nouvelle recrue est un scientifique à la pointe de la recherche en matière criminelle. Lui étant jeune, avec un œil neuf avec ses compétences, peut-être pourrait-il aider sur quelque chose. Et ce capitaine propose d'expérimenter une méthode inédite pour exploiter l'ADN masculin retrouvé sur la scène de crime, la recherche de l'ADN apparenté. L'idée, c'est de rechercher non pas l'ADN de l'auteur direct de l'agression, mais de quelqu'un de sa famille, quelqu'un apparenté. Et cette méthode utilisée pour la première fois en France va être payante, car en novembre 2011, le fichier des empreintes génétiques révèle un ADN apparenté, c'est-à-dire appartenant à un membre de la famille du violeur. On a trouvé qu'un certain Monsieur Viard, un proche de celui qui a été trouvé sur la scène du crime. Ce n'est pas le même, mais c'est très proche. Donc le violeur d'Élodie Kulik ne peut être qu'un membre de la famille de ce Monsieur Viard.
ça peut être qu'un enfant de monsieur et madame Viard. La famille Viard vit près de 50 ans dans l'Aisne et ils n'ont qu'un seul fils en âge d'être impliqué dans le meurtre de la banquière. Cette personne dont l'ADN est sur la scène de crime, c'est un jeune homme qui s'appelle Grégory Viard. Grégory Viard avait 23 ans au moment des faits. C'est un véritable coup de théâtre dans l'enquête. Pour la première fois depuis 10 ans, les gendarmes tiennent enfin une piste sérieuse. Une grande joie intérieure anime les gens de la cellule d'enquête. Les enquêteurs se sont dit « On tient un bon bout, on a la bonne ficelle ». Seulement pour les besoins de l'enquête, les gendarmes garderont l'identité du violeur secrète pendant plusieurs semaines. Le 8 janvier 2012, Jackie Kulik, qui n'est pas encore au courant de ce rebondissement, organise une marche de commémoration pour les 10 ans de la mort d'Élodie. Pour lui, il n'y a rien de pire que ne pas savoir pourquoi cet homme a ôté la vie à sa fille. Rien n'est pire que de ne pas savoir. Ce n'est donc que 8 jours plus tard que Jackie Kulik apprendra que le violeur de sa fille aurait été identifié. Pour lui, c'est un soulagement, c'est un grand soulagement, et se dit qu'on va enfin voir le bout du tunnel. Mais l'espoir de voir le violeur d'Élodie arrête s'effondre immédiatement, car Grégory Viard est mort peu de temps après le meurtre d'Élodie Kulik. C'était en novembre 2003, un accident de la route inexplicable. Il était au volant de sa voiture, il roulait à vive allure et à un moment donné il s'est déporté sur la gauche, il étale s'encastré sous un poids lourd. Des gens diront c'est un suicide, des gens diront que c'est un accident de circulation. Grégory Viard est mort, il ne sera donc jamais juge, et l'action de la justice à son encontre est définitivement éteinte. Cependant, l'enquête continue, car grâce à la bande-son, les gendarmes savent que ce jeune homme n'était pas seul le soir du meurtre. On se dit que s'il a été impliqué dans le drame d'Élodie Kulik, peut-être qu'il avait des complices, que forcément les gens qui ont participé à l'agression d'Élodie faisaient partie de son entourage proche. Comment il vivait, avec qui faisait la fête, avec qui sortait, quelles étaient ses habitudes. Est-ce que c'est un solitaire? Est-ce qu'il était plus avec Pierre, avec Jacques? Lors, pour tenter de démasquer le ou les complices de Grégory Viard, les gendarmes se plongent dans la vie privée du jeune homme. Ce n'était pas un criminel, il était connu je crois. Pour les histoires d'escroquerie, il avait peut-être fait quelques petits lassants, mais c'est pas un criminel. Rien ne laissait supposer qu'il ait commis ce genre de meurtre. Pourtant, au fil de l'enquête, la personnalité de Grégory Viard apparaît de plus en plus contrastée. C'est un jeune homme passionné de sport mécanique, de voitures parfois un peu violent quand il a bu un coup de trop les soirs fêtes ou les samedis soirs. Un peu turbulent, il sortait pas mal, il picolait beaucoup. Quelqu'un de discret, très violent. Un portrait confirmé par la compagne de Grégory Viard au moment des faits pour la première fois, elle accepte de se confier face à une caméra. Tout au début, ça allait très bien entre nous deux, après il y a eu son père qui a été incarcéré. Là, il a commencé à être violent, à me taper, à m'enfermer, il allait voir ailleurs, et de plus en plus agressif, il buvait beaucoup. En décembre 2012, cette ex-compagne de Grégory Viard est placée en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur son rôle le soir du drame, car aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ADN de cette femme a été retrouvé sur la scène de crime. On a en fait dans le préservatif la trace de l'ADN de Grégory Viard et la trace de l'ADN de sa compagne de l'époque, alors les gendarmes demandent à la jeune femme de s'expliquer. On vivait chez mes parents, ils venaient à la maison, donc moi j'ai expliqué en disant qu'on se voyait encore. De toute façon, c'est comme ça que l'ADN est arrivé sur les lieux du crime. Elle vivait avec lui, et à partir du moment où vous viviez avec quelqu'un, forcément vous avez des contacts, et bien évidemment que c'est dans ces conditions que son ADN a pu être transporté par Grégory Viard sur la scène de crime. Voilà, ça s'arrête là. L'ex-compagne de Viard est donc mise hors de cause. Mais son témoignage et une enquête approfondie dont l'entourage de Grégory Viard vont permettre aux gendarmes de lancer un coup de filet. Le 16 janvier 2013, les gendarmes lancent une série d'interpellations dans l'Aisne. Ce jour-là, 7 personnes sont arrêtées dans le cadre de l'affaire Élodie Kulik. 7 hommes qui ont tous pour point commun d'être des amis de Viard, l'ont fréquenté avant sa mort. Ces hommes partagent avec Grégory Viard la même passion pour les sports mécaniques, ils sont tous placés en garde à vue. Au cours de cette série d'auditions, en garde à vue, les enquêteurs vont ressortir le fameux appel téléphonique. L'appel à l'aide d'Élodie Kulik le soir de son agression. Sur cette bande, les acousticiens avaient identifié avec certitude la présence d'au moins 2 hommes, certainement les assassins d'Élodie. Et c'est en écoutant cette bande-son que certains des suspects, placés en garde à vue, vont faire des révélations capitales. Sur les 7 gardés à vue, 5 c'est pas rien. 5 vont reconnaître formellement la voix d'un des gardés à vue, qui s'appelle Willy Bardon.
Willy Bardon, 39 ans, est un ami proche de Grégory Viard. Les gendarmes lui font aussitôt écouter la bande-son de l'appel d'Élodie, et l'homme va fournir plusieurs versions. Au tout début, il reconnaît savoir quoi dire. Il a été surpris de voir qu'il y avait une voix qui avait éventuellement des intonations qui pouvaient non ressembler à la sienne, mais à aucun moment donné il dit « C'est ma voix, ça y est, c'est moi ». Non, c'est une voix qui ressemble à la mienne. Mais je ne dis pas que c'est ma voix, et en tout état de cause, je n'y étais pas. Willy Bardon et les hommes qui ont reconnu sa voix sont ensuite confrontés. Chacun va dire en écoutant la bande face à Willy Bardon « Si c'est ta voix, c'est toi qui es sur cet enregistrement, tu étais donc là au moment des faits ». Donc, c'est quelqu'un qui vit extrêmement mal à la chose, qui se tourne vers les gens en disant « Mais tu me connais, je suis pas capable de ça. Tu vois bien que ça me correspond pas. Tu te trompes, c'est pas possible. » À l'issue de sa garde à vue, Willy Bardon est mis en examen pour séquestration, viol et meurtre. Il est aussitôt placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Amiens. Première mise en examen dans ce dossier, Willy Bardon, un suspect sérieux qui malgré tout continue de déclamer son innocence. Alors coupable ou innocent, toujours est-il que, jusqu'à son interpellation, Willy Bardon était inconnu de la justice. Il vivait depuis plusieurs années ici dans le village de Violaine, à quelques kilomètres de Saint-Quentin. Il est décrit comme un type un peu violent quand il avait bu. Lui aussi, il fait partie du club de 4x4 du coin. Il est copain avec Grégory Viard et toute une bande de loustiques là qui traînent, qui écument les bars du secteur. Il a le coup de poing facile, il a tenu un bistrot dans un petit village du département de l'Aisne. Au cours de l'enquête de personnalité sur Willy Bardon, les gendarmes découvrent aussi que l'homme a parfois un comportement déplacé avec les femmes. Certains disent et témoignent qu'il a déjà poursuivi des jeunes femmes en voiture, qu'il a fait des propositions à des mineurs, enfin il est présenté, et en particulier sur le plan sexuel, comme un individu pour le moins peu recommandable. C'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui, à 40 ans, avec un casier judiciaire vierge. Vous n'avez aucune affaire sérieuse qui tienne la route qui vienne dire « Monsieur X est venu embêter X, telle ou telle personne a suivi telle ou telle personne ». Alors, Willy Bardon est-il le complice de Grégory Viard? Pour l'instant, aucune preuve matérielle ne permet de l'affirmer. Dans l'ensemble des prélèvements ADN qui ont été effectués à ce jour, aucun, je dis bien aucun, ne concerne Willy Bardon. La seule charge sérieuse qui pèse sur Willy Bardon, c'est donc cet enregistrement de l'appel d'Élodie. Alors, de nouvelles expertises sont demandées par la juge d'instruction. On a pris la voix de Willy Bardon, on a enregistré Willy Bardon, et on essaye par la technique de croiser avec la bande-son pour voir s'il s'agit des mêmes voix. Fin mars 2013, l'ex-compagne de Viard est à nouveau entendue par les gendarmes. Pour la première fois, la jeune femme est confrontée à l'appel au secours d'Élodie, et elle est formelle. Elle reconnaît les voix de Viard et Bardon. Aujourd'hui, 11 ans après les faits, l'instruction se poursuit car aucune preuve formelle n'a permis de mettre en cause Willy Bardon. L'homme crie toujours son innocence et il subsiste de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Est-ce que c'est un crime fortuit? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à Élodie? Est-ce que c'était un guet-apens? Est-ce que c'était parce que c'était une jeune femme qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment? Mais surtout, principal inconnu dans cette affaire. Qui a tué Élodie Kulik? Grégory Viard, Willy Bardon ou un troisième homme que personne n'a jamais réussi à identifier? Cette affaire aboutira-t-elle à un procès? C'est en tout cas ce que le père de la jeune femme espère depuis plus de 11 ans. Je ne suis pas vous savez. Je suis prête à un procès. Pour moi, ce que ça représentera, j'aurai tenu parole. J'ai donné ma parole que j'aurai les assassins, qu'on les traduira en justice, et pour moi, qu'à sera l'aboutissement. Cela fait 4 mois que Willy Bardon est incarcéré dans l'attente d'un éventuel procès. Il reste présumé innocent. Willy Bardon a été libéré de prison. Il est désormais assigné à résidence et porte un bracelet électronique. Pour l'heure, le meurtre d'Élodie Kulik n'a toujours pas été élucidé.